selon moi, quoi qu'il se passe à la fin de la saison 2 des Zones Pouvoir, j'estime qu'on a atteint un certain point de non-retour sur l'aperçu global de ce qu'aurait été cette série du début à la presque fin. Salut à tous, c'est Vince Plottime et on se retrouve à nouveau sur la série Les Anneaux de Pouvoir, alias les Anus du Pourboire, bien sûr comme toujours. Ma playlist, ma vidéo capteur clap, vous connaissez la chanson. Putain, je me suis fait harceler. Incroyable, je me suis fait harceler sur Twitter. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Pour vous donner un petit contexte, un compte spécialisé sur le Seigneur des Anneaux avec une commu assez forte, qui taille au passage des pipes monumentales à cette série, a lâché sa troupe d'orques à la sauce à forteresse. Puis genre là, ça continue, vous pouvez même aller vérifier sur mon dernier post sur X-Men, où on a un malin qui essaie de me prouver que la série marche alors que ce n'est absolument pas le propos. Bref, incroyable. Ça existe encore les gens qui s'énervent parce qu'on n'a pas les mêmes goûts sur les films et les séries. Genre c'est quoi, vous avez 12 ans? Pour ma part, j'ai du respect pour les gens qui taillent des gorges profondes aux anus du pourboire. Mais de votre côté, personne ne vous oblige à regarder mes vidéos. Enfin voilà, vu que j'ai effleuré rapidement le sujet autour de l'audience, j'aimerais vous informer que le premier épisode de la série The Penguin a fait connecter plus de 3,2 millions de foyers américains, et ce lors des 4 premiers jours sur HBO et Max. Un nouveau record pour HBO, soit plus de 3 fois l'audience du démarrage de la saison 2 des Zones Pouvoir. C'est-à-dire que Amazon a eu la pudeur de décaler sa série par rapport à la saison 2 de House of the Dragon pour éviter la même erreur que la dernière fois. Mais malgré ça, Amazon se fait à nouveau baiser par HBO. C'est dingue. Malheureusement, ma vidéo sur le premier épisode de cette série a bidé, et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être parce que ma miniature n'était pas assez putaclic, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à la voir si vous voulez vous faire un rapide avis sans spoilers. Et pour en revenir à nos moutons, donc les Anneaux de Pouvoir, je rappelle qu'on est sur l'avant-dernière vidéo, donc je rappelle à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que ce n'est pas demain que j'arrêterai de parler du Seigneur des Anneaux. Et pour ceux qui sont déjà abonnés et qui souhaitent me soutenir davantage, n'oubliez pas que mon Patreon est toujours disponible dans la description et en commentaire épinglé pour écouter mes podcasts audio. Bref, nous allons pouvoir rentrer dans le vif. 1h15 d'épisode par Toutatis. Celebrimbor se délecte d'un petit café elfique. Pour se féliciter pour l'avancée de la forge des 9 anneaux des hommes. Et moi d'ailleurs ça me fait beaucoup rire parce que Sauron arrive à lui faire croire qu'il est propre. Êtes-vous tombé? Et moi j'ai envie de le dire en vrai, dis-lui simplement de se prendre une douche frérot. Pendant ce temps, Eregion est en train de se faire destroy par ce peuple opprimé que sont les orques. C'est marrant parce que toute la cité se fait détruire, sauf l'endroit où se trouve Celebrimbor, donc rien d'autre que la tour la plus visible. Mais passons, parce que ce n'est pas la seule chose de rigolo de cet épisode. Je trouve que ces orques ne sont quand même pas très nombreux, si je puis me permettre. J'aurais, je l'avoue, salué l'effort s'il s'agissait d'un fan-film indépendant, mais là je tiens à rappeler qu'on est quand même sur la série la plus chère du monde. Les seuls plans où on commence à les voir un petit peu en grand nombre, eh bien ça cut tout de suite après, et on couvre l'image de cache-misère avec du brouillard partout. Et surtout, ça ne vous choque pas leur façon de se déplacer? Je suis désolé, mais je trouve que les figurants sont quand même très mal dirigés. On sent qu'il n'y a pas eu de véritable entraînement pour jouer comme un orc, un petit peu comme The Walking Dead, il y a des vraies formations pour que les figurants puissent jouer comme des zombies, car ici ils se déplacent comme s'ils se marchaient sur les braises. Ouh c'est chaud, ouh c'est chaud. Donc, par curiosité, eh bien j'ai voulu comparer ça à la trilogie originale, comme toujours, et je me suis rendu compte que les orques se déplacent normalement, tandis que dans cette série, ils se déplacent de façon très caricaturale, comme s'ils essayaient de les imiter. Ils imitent la projection qui se sont toujours fait des orques au fil des années. Quoi qu'il en soit, Anatar va faire croire au peuple des régions que Celebrimbor est terminus et... Non mais sans déconner, ça me stresse de voir à quel point cette meuf est aussi petite. Ce n'est pas une elfe, c'est une hobbit. Et là, attention, stratégie. Les orques vont détourner leurs catapultes pour tirer sur une montagne pour faire tomber des gros rochers pile poil sur une rivière juste en dessous pour la boucher. Pendant ce temps, Celebrimbor se rendra enfin compte qu'il est enfermé dans la matrice, qu'il s'est fait berner par Sauron et se met à chialer. Et attention, révélation, on comprend enfin d'où vient le mithril mystérieux ramené par Anatar à la fin de l'épisode 6. En effet, il ne s'agissait pas du mithril en poudre, il s'agit en fait du sang Venom de Sauron. Non, le mithril. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? La vraie création exige des sacrifices.
C'est de la merde. Ok, je ne vais même pas commenter ça. Voilà. Parce que ça n'a tellement pas de sens que les mots dépassent ma pensée. Mais il est déjà trop tard, car Anatar va réussir à faire croire que Celebrimbor est en fait fifou du ciboulot, et ce auprès de ses 3 figurants gardes qui les suivent depuis le début, jusqu'à réussir à faire en sorte de faire croire que Celebrimbor jette Myrdernia dans le vide. Dans une scène qui m'a d'ailleurs fait beaucoup rire. Lâchez-moi immédiatement. Excuse me. J'avoue que je n'arrive pas à expliquer pourquoi ça me fait autant rire. Probablement le côté très nanar du découpage. Mais bon, ce n'est pas très grave puisque tout le monde s'en tape de cette meuf, véridique. Mais le plus rigolo, c'est qu'Anatar va, devant les gardes à 3 cm de Celebrimbor, lui faire ouvertement des menaces s'il ne finit pas les 9 anneaux. Faites cesser ce chaos. Finissez les 9 anneaux. Et j'épargnerai votre cité. Wow, les gardes sont là, juste à côté, hein. Malgré le fait que Celebrimbor voit les renforts arriver, il termine quand même les 9 anneaux pour faire avancer le scénario, sous prétexte qu'il s'agisse peut-être encore d'une illusion pour le rendre fou. Si c'est vraiment une illusion, ça ne va pas en sa faveur. Hein. Enfin, tu comprends, c'est débile en fait. Bon, et maintenant que Celebrimbor a bien fini de forger les 9 anneaux des hommes, sur les quelques petites heures restantes, hein, je sais pas combien de temps il avait mis pour forger les autres, là d'un coup ça devient rapide, il a soudainement retrouvé une lucidité suffisante pour s'arracher le pouce de façon à se retirer sa menotte. Ah, fallait faire ça avant je crois. Oui, c'est 1 heure avant. Voilà, juste avant de finir les anneaux. Bien. Sur ce, je me retiens de ne pas mettre de gifle au scénariste, car je vais devoir vous expliquer ce qui se passe pendant tout ce temps à Khazad-dûm. En effet, le roi d'Urin III veut reprendre la mine, mais Narvi refuse pour la simple et bonne raison... Ouh là là. Allez, je dois vous le dire, parce que Durin IV et la princesse occupent le territoire. Voilà. On parle d'un nain décoiffé et d'une naine qui a invoqué 4 chauves-souris. Et ils appellent ça occuper un territoire. Non mais regardez-les, enfin, et osez me dire qu'ils ne sont pas ridicules. Bon, évidemment, facilité scénaristique, parce que cette scène n'avait déjà pas assez de sens. Les nains vont donc rejoindre la rébellion alors qu'aucune action n'a été levée pour les convaincre. Mais bref... c'est une très mauvaise série. Voilà, je le dis. Cela dit, alors, no joke, j'avoue que j'ai bien aimé les retrouvailles entre Durin IV et Elrond. Je sais pas, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre ces deux acteurs, ça fonctionne bien, on sent qu'ils se sont un peu amusés à jouer leur rôle à chaque fois qu'ils se retrouvent dans la même scène. Mais hélas, Durin IV ne rejoindra pas la bataille aux côtés d'Elrond, parce que son daron, par la force de ses petits poings, va continuer de forger The Rings of Power. Vous savez, il existe des films et des séries qui coûtent très cher, avec des scénarios très simples, mais au moins, ça se tient. Mieux vaut suivre un film ou une série très simple au niveau de l'histoire mais qui se tient qu'une série qui se veut complexe dans laquelle rien n'a de sens. Voyons maintenant ce qui se passe au-delà des murs, au cœur de la bataille. C'est en effet Elrond qui est responsable de l'assaut, et ce pour libérer la cité des régions. Je sais que je chipote, je sais, mais je trouve ce plan particulièrement dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, j'imagine qu'ils ont voulu rendre les elfes plus lumineux, à côté, vous savez, du temps orageux dégueulasse provoqué par les orques, j'imagine. Mais le contraste ne marche absolument pas. Aussi, je ne sais pas pourquoi, mais Elrond a le visage sale, alors que la bataille n'a même pas commencé. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo réaction au trailer. L'armée des elfes est grosse, hein, mais bon... on arrive quand même à voir le fond, ce qui n'était pas le cas des bastons de la mort des films, ou même, vous prenez des vieux films comme Waterloo, qui est excellent, qui est surtout connu pour ses batailles très respectueuses des stratégies, avec un réalisme, une quantité de figurants, mais c'était hallucinant. Et ce n'est pas tout. Là, on arrive à la grosse arnaque, la grosse fraude de la bande-annonce, qui nous vend une charge épique. Alors, là, je vais devoir faire une comparaison avec une série très connue qui s'appelle Game of Thrones. Je rappelle que les hommes de pouvoir veulent se mettre en concurrence avec HBO. Très bien, soyons en concurrence. Game of Thrones, l'assaut de la bataille des bâtards ressemblait à ça. Et l'assaut, la charge des hommes de pouvoir ressemble à ça.
Ok, alors non. Déjà non. Amazon, non. Vous ne pouvez pas nous priver de ça. Déjà, ça ne marche pas comme ça. Une charge ne s'arrête pas avec un simple halt. Non, c'est fini. La charge est lancée, les chevaux ne s'arrêtent plus. Enfin, il y a la foule qui est derrière toi, personne ne t'entend. Ensuite, enfin merde, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? On nous a vendu une charge de ouf épique dans la bande-annonce. Où est passé ce putain de pognon? Mais bon, écoutez, c'est pas grave, hein, la bataille continue. Plus tard dans l'épisode, on aura même le droit à ça. Maintenant, je vais vraiment devoir vous demander de vous asseoir. Vraiment, faites-moi confiance, asseyez-vous, mettez votre ceinture. Vous êtes prêts? Suite au cancel de la charge, vous savez ce qui se passe après? Vous savez ce qui se passe? Du blabla! Du putain de blabla en pleine bataille. Voilà, il se fout dans une tente. Wow les gars, c'est un épisode de baston épique. Il se fout sous une tente et il blablate. Donc eh bien, passons ce blabla en revue. En gros, on a une phase de négociation entre Hadar et Elrond. Hadar qui détient toujours capturé Gadriel pour une raison qui m'échappe, alors on y reviendra après. Mais surtout, ce que je comprends pas depuis le début avec Hadar, c'est qu'il a l'air d'être au courant de plein de choses. Comme par exemple, il a compris le fait que Celebrimbor a succombé à Sauron. Il est sous son emprise. C'est normal ça? Enfin j'ai raté un truc, comment ça se fait qu'il est au courant de tant de choses? Déjà, c'est pareil, il est au courant de l'existence des autres pouvoirs qui ont été forgés par qui, par quoi, enfin... C'est bizarre. Bref, suite à ça, Hadar va donc forcément proposer un marché, laisser les orques s'emparer des régions pour mettre la main sur Sauron, ok c'est normal, et donner Galadriel en échange. Et pour une fois, Elrond va prendre une décision intelligente, c'est-à-dire qu'il va refuser, voilà. Ça valait vraiment le coup de stopper sa charge pour finalement refuser ça, enfin, voilà, fallait continuer quoi. Parce qu'au final, on se retrouve avec cette scène qui ne sert à rien, à part rajouter quelques minutes supplémentaires pour donner l'impression que l'épisode est long, mais surtout, comme d'habitude, il s'invente des problèmes tout seul, car la solution consistait simplement à ce qu'Hadar donne l'ordre de laisser Elrond pénétrer dans Eregion pour signaler aux elfes qu'Anatar égale Sauron, ainsi capturer Sauron pour l'envoyer à Hadar, puis l'échanger contre Galadriel, et fin de l'histoire. Non, à la place, Elrond va... Quoi? Mais c'est quoi cette titanesque merde? Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Une vidéo que j'avais créée pour expliquer que selon moi, la source de la polémique du petit bisou entre Mysaria et Rhaenyra ne venait pas de l'homosexualité, mais bien du fait que ça sortait de nulle part. Et bien là, j'ai la preuve évidente que l'hétérosexualité ne changera rien. Vous allez voir à quel point ça va faire gueuler. Ça n'a aucun sens. Et ça m'énerve. Enfin... Allez, j'arrête, c'est bon. Je sais très bien que cette série n'a aucun sens, que ça n'a aucun rapport avec les livres. Allez, on continue. Mais croyez-moi, à ce moment-là, j'ai vraiment... Je vous jure que c'est vrai, hein. J'ai failli arrêter l'épisode et faire un titre putaclic en mode « J'ai arrêté l'épisode !» Enfin, vous savez, voilà, c'est... Non, je continue et je vais essayer de garder mon sérieux. Mais là, vraiment, plus de pitié. Fini. Bon, j'en avais déjà pas beaucoup. Donc, la baston reprend dans une forêt, parce que c'est moins cher. Et pendant que tous ses amis elfes se font tuer, Elrond va surtout s'énerver pour son cheval. Voilà. On le sait qu'un cheval est mort sur votre tournage. On le sait, c'est bon, arrêtez de me la mettre à l'envers. Après tout ce remue-ménage, la bataille continue jusqu'à la nuit. Et pour une raison qui m'échappe, Gadriel se décide enfin de s'échapper. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant? On le saura jamais. D'ailleurs, on ne nous explique même pas comment elle y parvient. Arondir vient la sauver dans un Deus Ex Machina, alors que bon, jusqu'ici, elle s'en sortait déjà très bien toute seule. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'Arondir parvient à la sauver à ce moment-là. Ok, très bien. Par contre, on a vu Arondir plus tôt dans l'épisode, à l'aube carrément, et ce, au même endroit. Pourquoi il ne se manifeste que maintenant? On ne le saura jamais. Mais surtout, pourquoi ce trou de balle a abandonné sa troupe avec Isilmou? Genre il n'avait pas un autre truc à accomplir à côté? La bataille continue, l'elfe asiatique meurt, je suis vraiment désolé de l'appeler comme ça, mais c'est bien la seule chose qui la caractérise. Et tout le monde s'en fout, y compris moi, puisqu'elle n'a pas d'histoire. Mais vraiment, elle n'a eu aucun développement. Et là on nous met de l'empathie avec elle, ça n'a aucun sens. Mais à part ça, attention, là je vais remonter un petit peu la série dans mon estime. La scène du troll, franchement c'était stylé. C'était vraiment stylé. Ça ressemble presque à une bonne scène d'action. Vraiment, j'aurais presque pu croire que ça a été tiré des films. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi c'est aussi bien? Parce que c'est du full numérique. C'est du full CGI. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais tout ce qui implique des effets spéciaux
ce sont les seuls moments de vraiment bien fait de la réal, puisqu'on laisse les animateurs travailler à la place des showrunners. Mais tout ce qui est fait avec du réel, des acteurs, c'est fondamentalement à chier. Donc bah forcément oui, c'est un point de plus pour ce troll. On dirait presque que c'est tiré d'une cinématique de World of Warcraft. Par la suite, Celebrimbor va devoir affronter Sauron en portant les 9 anneaux des hommes, oui je dis bien 9, alors qu'il avait une belle occasion de tous les filer à Gadriel 5 minutes plus tôt. Je suis responsable de ce qui se passe, je dois le faire à ta place. Non, t'es juste con en fait, t'es con. Et c'est pas de bol en plus, puisque Sauron sait utiliser la force, regardez. Bon, la véritable raison est qu'on apprend qu'il est également dans la tête des autres elfes. Donc, pourquoi il n'a pas appliqué son illusion magique sur tout le monde? On ne sait pas. Mais surtout, pourquoi il a besoin de forger des anneaux? S'il a un pouvoir si puissant qu'il parvient à contrôler les gens qui se trouvent autour de lui, ce qu'il aurait pu faire 20 fois depuis le début, à quoi bon forger des anneaux? Parce que c'est bon en fait, le pouvoir des anneaux, il les a déjà. Ainsi, la bataille continue jusqu'à l'aube. Autre petit moment baston que j'ai plutôt bien aimé. Surtout quand Arondir se fait poignarder, ouf, petit délice. Tiens, ça t'apprendra à porter une basket. Et l'épisode se termine sur Hadar qui parvient à récupérer sur Elrond un anneau des elfes. Bien, générique de fin. Et j'aimerais commencer sur le commentaire fort sympathique d'Axel Ongaro. Ce qui m'agace le plus dans la série, c'est à quel point les personnages sont cons. Particulièrement les elfes, qui ont littéralement des milliers d'années et qui sont censés être sages et intelligents. Ils se font berner H24, ils font des choix émotionnels et globalement stupides. Tout l'arc en région est bizarre. Celebrimbor fait choix stupide sur choix stupide et passe son temps à pleurnicher. Aussi, d'où les elfes ne se rendent pas compte qu'il y a une putain d'armée d'orques à 500 mètres de leur cité. Ils ont les yeux télescopiques x32 4K Pro Max, mais ils ne se rendent pas compte de ça. Ils n'ont pas d'éclaireurs, de vigie, de patrouille. Ils envoient des troupes et un seul mec revient mutilé. Et Anatar répond « Oh, c'est rien, t'inquiète frérot, juste parle-en à personne et cache le corps. » Mais promis, c'est rien. Et ça n'inquiète personne. Mais ils sont tous turbo débiles, c'est pas possible. C'est ce qui m'agace le plus avec la série, c'est que finalement, la situation s'aggrave, non pas grâce au génie maléfique d'Anatar, mais bien parce que les personnages font tous des choix plus stupides les uns que les autres. Et ça, c'est la paresse scénaristique. J'ai vu un commentaire répondre en disant que ouais, mais dans les livres, il y a aussi des incohérences. Alors, on va faire une chose très simple. Dans les livres, il n'y a pas de prise de tête comme ça. Pour la faire courte, Sauron se fait passer pour Anatar pour passer inaperçu, référence à la Bible où Satan change de forme pour duper son adversaire. Il forge les anneaux avec Celebrimbor et terminus. Les elfes ne se rendent compte de la duperie qu'à la fin, ce qui leur donne l'idée de forger les 3 anneaux pour contre-attaquer, et c'est tout. Il n'y a pas plus simple. La série a voulu créer tout un méli-mélo de je ne sais quoi, le fait que les elfes sont obligés de créer les anneaux pour pouvoir se protéger d'une certaine catastrophe naturelle qui n'est pas Sauron, enfin non, non, laisse tomber. Et en ce qui concerne le cadavre avec la scarification dessus, bon bah ça se passe dans les commentaires. J'avoue, j'en avais pas parlé, je n'avais juste pas envie d'en rajouter une couche, mais c'est vrai que c'est Anatar qui leur demande de cacher le corps. Mais je veux dire, il y a les autres elfes autour. Les autres elfes sont censés être normaux. Genre, ils ont des yeux et ils savent très bien qu'il y a un cadavre. C'est... enfin bref, très bizarre. Et nous continuons avec le commentaire de Jean B, mais pas que, puisque plus d'une dizaine de personnes ont mentionné la même chose. Donc voilà, je vais faire une réponse globale. Pour l'aigle, pour ma part, j'ai pensé qu'il s'adressait à Myriel, mais comme elle était aveugle et était trop éloignée du balcon, c'est Pharazôn qui en a profité pour lui piquer la place. Je n'ai jamais relié cette scène à une légitimité de Pharazôn. Alors, on va répondre à tout ça parce que c'est vraiment la chose qui a fait le plus de boucan dans les commentaires. Vous avez parfaitement raison de penser ça. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce que la série veut nous faire croire. Et je n'ai jamais voulu remettre ça en question. En revanche, ce que j'essaie de vous faire comprendre dans ma vidéo précédente, c'est que la mise en scène nous dit l'inverse. Et pour que mon propos soit plus explicite, voici un petit cours de scénario. Pour commencer, retournons dans l'épisode 3. En effet, nous avons une discussion entre Pharazôn et Myriel. Cette dernière mentionne l'aigle lors du couronnement de son père. Et à ça, Pharazôn précise qu'il est rare qu'un aigle vienne honorer un couronnement. Mon père portait du blanc. C'est tout ce dont je me souviens. De ça et d'un aigle. Il est rare qu'un aigle vienne honorer un couronnement. Si l'un d'eux venait à faire une apparition au tien, ce serait perçu comme un très bon présage.
c'est ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. C'est une scène censée nous préparer une autre plus tard dans l'épisode, pour que l'élément en question ne sorte pas de nulle part dans un premier temps, et donner des informations sur les règles de l'univers dans un second. Autrement dit, faire comprendre au public que si l'aigle vient, c'est sacré et sa parole est prioritaire. Bon, jusqu'ici tout va bien. Mais lors du couronnement de Myriel, l'aigle débarque réellement. Et vu l'information de Pharazôn dans la scène précédente sur le fait que l'apparition d'un aigle est rare, qu'on le veuille ou non, on est sur du comme par hasard. Comme par hasard, l'aigle apparaît au couronnement. Quelle chance, on va pouvoir faire avancer l'histoire. À partir du moment où le comme par hasard entre en jeu, c'est là que le terme facilité scénaristique intervient. Mais soit, le hasard est passé, ce n'est pas non plus impossible, donc passons à la suite. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quelles que soient les véritables intentions de l'aigle, ça n'a à mes yeux absolument aucune importance. Même si un partisan de Pharazôn chauffe la salle pour inciter les gens à acclamer son élu, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir que le peuple, à côté, a visiblement l'air de suivre les règles de leur continent sans trop se poser de questions, et la seule chose qu'ils vont retenir dans tout ça, c'est que Pharazôn s'est rapproché de l'aigle, et ont donc le sentiment que ce dernier l'a choisi. Et ça ne dérange visiblement personne. Ce qui signifie que si l'aigle n'était pas présent pour Pharazôn mais bien pour Myriel, ce qui était définitivement l'intention des scénaristes, on est plus là sur une erreur qu'une véritable trahison. En tout cas, si je me mets du point de vue du peuple. Si j'étais à la place du peuple, je me serais dit que si Pharazôn n'était pas l'élu dans la tête de l'aigle, ce dernier l'aurait repoussé, je sais pas, quelque chose comme ça. Et le fait de savoir ce que pense le peuple, c'est quand même important pour la cohérence de l'histoire. Donc pourquoi le public de cette série pense qu'il y a réellement eu une trahison ? Eh bien c'est très simple. La seule chose qui va donner l'impression que Pharazôn est un traître au public passif de cette série qui écoute sans trop se pencher sur le reste, c'est simplement le fait qu'Elendil le précise verbalement. Et le seul traître ici, c'est vous. Facilité scénaristique. Si trahison il y a dans cette scène, pourquoi Elendil ne l'arrête pas tout de suite? Et pourquoi pas les autres avec? Si c'était si simple de se faire passer pour un élu en se pointant simplement devant un aigle. Si Pharazôn a profité du fait que Myriel soit aveugle, ça signifie que tous les autres dans la pièce le sont également? Je vous promets que cette série est un cas d'école parfait d'écriture à montrer aux écoles de scénaristes, écriture à ne pas reproduire pour être sûr de réussir une bonne série et un bon film. Sur ces belles paroles, nous pouvons conclure. Bon, comment dire, il y avait quand même une petite ambiance. Voilà, c'est une petite ambiance pas piquée du hanneton. Bien que je pense que vous vous en doutez, la bataille fait quand même pas le figure par rapport au film. Mais surtout, qu'est-ce que c'était chiant! Je suis désolé, la vache, c'était chiant! La bataille finalement ne s'est résumée qu'aux 5 dernières minutes, avec quelques plans parsemés tout du long de l'épisode, entrecoupé de longs échanges dialogues interminables complètement inutiles, mais c'était éclataxe. En tout cas, je suis très heureux de voir qu'on approche de la fin, parce que j'avoue que pour ma part, ça commence vraiment à devenir chaud. Enfin, si ma chaîne n'existait pas, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. D'ailleurs, je pense que je n'aurais même pas commencé la série. Pour l'heure, maintenant qu'il ne reste plus qu'un seul épisode, les commentaires sont à votre disposition. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Vous avez aussi le lien de mon Patreon pour me soutenir financièrement, ainsi que mon lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Tout ça disponible dans la description et en commentaire épinglé. Autrement, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis ciao et à la prochaine.